Mes amis, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de 7 jours sur Terre. C'est le cas de le dire, pour les amateurs de géopolitique et de jeux de coulisses entre les grandes puissances, la crise actuelle autour de la question ukrainienne constitue un tournant historique absolument fascinant. Dans nos deux vidéos précédentes sur le sujet, nous avons exposé les raisons du conflit ainsi que les options qui se présentent à Vladimir Poutine au niveau tactique et stratégique, alors que la Russie demande la fin de l'expansion de l'OTAN, l'alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens. Ces derniers refusent et affirment plutôt que cette expansion est nécessaire face à l'attitude de la Russie. Aujourd'hui, on va exposer une dimension nouvelle du conflit qui prend une importance majeure et qui a le potentiel de transformer l'ordre mondial tel qu'on le connaît. Au cours des dernières semaines, c'est nul autre que la Chine qui a décidé de rejoindre la partie. D'abord, la Chine a offert son appui sans équivoque aux revendications de la Russie face à l'OTAN. Ensuite, elle a offert au Kremlin toute une panoplie d'ententes commerciales à très long terme, de nouveaux débouchés pour le gaz naturel et surtout de collaboration sur les plans stratégiques et militaires. Pour certains, c'est le début d'une nouvelle alliance redoutable entre deux grandes puissances opposées à l'hégémonie américaine, un réalignement historique qui changera la trajectoire du monde et qui pourrait consolider la montée en puissance de la Chine. Pour d'autres, on assiste plutôt à un bluff, à une pièce de théâtre orchestrée par Poutine et Xi Jinping afin de projeter une image de solidarité face à l'Occident. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a vraiment une alliance entre la Russie et la Chine? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça change dans l'équilibre de la force? Ce sont les questions auxquelles on répond aujourd'hui et comme d'habitude, croyez-moi, rien n'est tout noir ou tout blanc. Donc allons-y. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie et la Chine entretiennent depuis des décennies une relation ambiguë, souvent marquée par la prudence et la suspicion. Après l'effondrement de l'URSS au début des années 90, la Russie a réellement et sincèrement tenté de s'intégrer à l'Occident. À son arrivée au pouvoir, Poutine a même suggéré que la Russie serait prête à collaborer ou carrément se joindre à l'alliance de l'OTAN. Quelques minutes après les attaques du 11 septembre, Poutine a été le premier chef d'État à téléphoner à la Maison-Blanche afin d'offrir son appui au président Bush. À cette époque, Poutine trouvait impensable que la Russie soit laissée à elle-même. Lors d'une entrevue avec le journaliste David Frost, il ne laisse aucun doute sur ses intentions. « La Russie fait partie de la culture européenne, dit-il. Et je ne peux pas imaginer mon propre pays en isolation face à l'Europe et ce qu'on appelle souvent le monde civilisé. » Poutine est alors très clair, le destin de la Russie est de s'aligner avec l'Occident. Or, dans les années qui suivent, disons que les choses se compliquent en Europe. D'abord, l'OTAN continue son expansion vers l'Est et intègre au sein de l'Alliance des pays aux frontières de la Russie, tels que la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Poutine s'y oppose vivement et dénonce ce qu'il qualifie d'attitude cavalière et irresponsable des États-Unis. Il rappelle la promesse brisée qui a été faite au Kremlin lors de la réunification de l'Allemagne, comme quoi l'alliance n'avancerait plus d'un seul pouce à l'Est. La tension monte et au sommet de Bucarest en 2008, Poutine lance un ultime avertissement. Il déclare que l'Ukraine, la Biélorussie et la Géorgie constituent des lignes rouges que l'Occident ne doit jamais franchir, sans quoi la Russie serait forcée de prendre des mesures militaires afin de garantir sa sécurité. Bien sûr, cet avertissement a été ignoré. L'Ukraine et la Géorgie se sont vues offrir des places au sein de l'OTAN et la Russie s'est retrouvée au pied du mur. C'est là que les choses se sont mises à dégénérer. Après l'invasion de la Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014, les tensions entre la Russie et l'Occident ont atteint leur paroxysme, culminant avec la situation qu'on observe aujourd'hui en Ukraine. Exactement comme le redoutait Poutine quelques 20 ans plus tôt, son pays est désormais menacé d'être en isolation face à l'Europe. À travers les 20 dernières années, donc, poussé par l'attitude cavalière de l'Ouest à l'issue de la guerre froide et par des années de mésentente sur des questions fondamentales, Poutine a progressivement abandonné son projet de rejoindre l'Occident et a plutôt choisi de positionner la Russie comme une puissance mondiale alternative, un contrepoids à l'hégémonie américaine. Conséquemment, la Russie a augmenté son appui aux pays défiant la domination de Washington, tels que Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Iran et bien sûr, la Chine. Il faut se rappeler qu'au début des années 2000, la Chine n'était sur le radar d'à peu près personne sur le plan géopolitique. On la voyait comme un marché émergent, mais pas comme une puissance mondiale en devenir.
le Parti communiste chinois répétait avoir des ambitions modestes afin d'éviter d'être perçu comme une menace. Les échanges et la collaboration avec la Russie étaient relativement limités, puisque la Chine était suspicieuse et qu'elle voulait protéger son image positive auprès de l'Occident. La doctrine chinoise était la même depuis l'ère de Deng Xiaoping et inspirée des enseignements de l'art de la guerre de Sun Tzu. Cachez votre force, attendez votre heure. En 2013, à plusieurs égards, l'heure de la Chine est arrivée lorsque le président Xi Jinping a été porté au pouvoir. Appartenant à une toute autre école de pensée appelée la diplomatie du loup guerrier, Xi Jinping transforme drastiquement l'approche de la Chine en matière de relations étrangères et ne gêne plus pour avancer ses pions sur la scène internationale. Plus question de se cacher, la destinée de la Chine, c'est de remplacer les États-Unis comme puissance hégémonique et de réorganiser l'ordre mondial selon ses intérêts, exactement comme l'ont fait les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Selon Xi Jinping, le tour de la Chine est arrivé. Or, ça ne plaît pas à tout le monde, particulièrement en Occident, où les pratiques commerciales, militaires et diplomatiques du Parti communiste ont causé un mouvement de résistance grandissant face à l'influence chinoise. La Chine a été rabrouée, punie, sanctionnée, s'est retrouvée en confrontation ouverte avec de nombreux pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Pour la Chine, autant que pour la Russie, il est de plus en plus difficile de fonctionner dans un système dominé par un adversaire. Et c'est un peu à travers tout ça que la relation entre Beijing et Moscou s'est mise à progresser, lorsque les deux ont réalisé qu'ils avaient un intérêt commun à briser la mainmise américaine sur le système international. En 2014, quand la Russie a pris la Crimée et que le Kremlin était sous le coup de sévères sanctions internationales, c'est la Chine qui est intervenue afin d'offrir une bouée de sauvetage à l'économie russe sous la forme d'une entente de 400 milliards de dollars pour l'achat de gaz naturel russe sur un horizon de 30 ans. Les deux pays avaient auparavant eu de la difficulté à s'entendre sur le prix, mais avec les sanctions contre la Russie, Poutine n'a pas eu le choix d'offrir une aubaine à la Chine. En échange d'un meilleur prix, Beijing a fourni un prêt de 50 milliards et un investissement additionnel de 25 milliards pour réaliser le projet. Cette entente a mené à la construction d'un énorme pipeline, le Power of Siberia, qui fut activé en 2019. Quand on ajoute à ça le prépaiement par la Chine de quelques 60 milliards de dollars, on comprend à quel point cette entente a été vitale afin de remplir en urgence les coffres du Kremlin, exactement au moment où l'économie russe en avait le plus besoin. Et cette fameuse bouée de sauvetage, Poutine ne l'a jamais oubliée. Dans les années qui ont suivi, on assistait à une coopération grandissante entre les deux pays, autant au niveau commercial, diplomatique que militaire. Les deux se sont mis à voter presque systématiquement ensemble au Conseil de sécurité de l'ONU. Les ventes d'armes et les transferts de technologies se sont multipliés. Même chose pour les ententes commerciales et les entraînements militaires. Non seulement la Russie accepte désormais de vendre ses armes les plus avancées à la Chine, telles que le Su-35 ou même le S-400, mais elle l'assiste aussi dans le développement de son propre système de défense antimissile. Le réalignement de la Russie est immanquable. En 2013, la Chine représentait environ 10,5% du commerce extérieur de la Russie. En 2021, ce nombre friserait les 20%, soit pratiquement le double en moins de 10 ans. Pour tenir tête à l'Occident, la Russie a besoin de la Chine, de son influence et de son énorme pouvoir d'achat. Aujourd'hui, alors que les tensions autour de l'Ukraine sont à leur comble, il est évident pour tout le monde qu'à l'issue de la crise, les pays européens vont tout mettre en œuvre pour tenter de réduire leur dépendance au gaz naturel de la Russie. Et ça, c'est un énorme problème, puisque la Russie est lourdement dépendante de ses revenus d'énergie. Si l'Europe ne veut plus acheter son gaz naturel, la Russie n'a pas le choix. Elle doit trouver de nouveaux clients pour acheter ses énormes réserves. L'inconvénient, c'est que plusieurs pays sont maintenant suspicieux de l'influence du Kremlin, donc les débouchés sont assez limités, du moins à court et à moyen terme. La Russie a besoin d'une solution. Et encore une fois, il y a quelques jours, c'est la Chine qui lui a tendu la main. Le 4 février dernier, au beau milieu des tensions avec l'Occident, Vladimir Poutine s'est rendu à Beijing pour rencontrer personnellement le président Xi Jinping qui l'attendait avec un cadeau très spécial, une nouvelle entente de 30 ans pour l'approvisionnement de la Chine avec du gaz naturel de la Russie.
Alors que la Russie exporte actuellement 16,5 milliards de mètres cubes de gaz vers la Chine, l'entente prévoit une augmentation de 10 milliards de mètres cubes pour finalement atteindre plus de 48 milliards de mètres cubes en 2025. C'est énorme. Pas assez pour remplacer entièrement les achats de l'Europe, mais assez pour protéger une partie des revenus du Kremlin. Le gaz sera acheminé à partir de l'île Sakhaline, sur la côte pacifique de la Russie, directement vers la Chine à travers les réseaux de gazoducs existants. Le problème, c'est que la Russie ne pourra pas simplement rediriger le gaz naturel actuellement destiné à l'Europe, puisque le réseau de l'Est, celui qui fournit la Chine, n'est pas connecté avec celui de l'Ouest, qui fournit l'Europe. Pour régler ce problème, la Russie promet un investissement titanesque de 55 milliards de dollars afin de construire un tout nouveau gazoduc, le gigantesque Power of Siberia 2, avec une capacité annuelle de 50 milliards de mètres cubes. Le gazoduc franchit la Mongolie pour connecter avec la Chine et plusieurs pays asiatiques. C'est un développement majeur puisque ça signifie que la Chine et l'Europe seront bientôt en compétition pour les mêmes réserves de gaz naturel dans la région de Yamal, au nord de la Russie. En plus du gaz naturel, la Chine s'engage aussi à l'achat de 300 000 barils de pétrole par jour de la Russie pour 10 ans et une valeur de 80 milliards de dollars. C'est une entente multidimensionnelle avec des provisions pour l'agriculture, le commerce, les échanges militaires et diplomatiques, ainsi que la collaboration dans l'espace et l'Arctique. La Chine et la Russie s'engagent à faire passer leurs échanges de 140 milliards en 2021 à 200 milliards en 2024. Or, le clou du spectacle, et ce qui agace particulièrement les États-Unis, c'est que l'entente a été conclue en euros plutôt qu'en dollars. Une attaque directe et frontale contre le système américain de pétrodollars. Depuis 2019, la Chine et la Russie tentent ouvertement de renverser la domination du dollar américain dans les échanges internationaux et ont signé à cet effet un accord de dédollarisation de leurs échanges. Aujourd'hui, 3/4 du commerce entre les deux pays se règle en euros et pour la première fois en 2021, la Russie a effectué moins de 50% de ses échanges internationaux en dollars américains. Dans la foulée de l'entente, la Chine va encore plus loin et appuie la Russie dans ses revendications face à l'OTAN. En échange, la Russie fait pareil et prend position contre l'indépendance de Taïwan et contre l'alliance de l'AUKUS. Pour plusieurs, c'est le début d'une nouvelle ère, possiblement même le début d'une alliance formelle que les puissances occidentales ont toujours redoutée. Récemment questionné à ce propos, Poutine ne s'en cache plus. Après des années d'hésitation réciproque, une alliance militaire avec la Chine est désormais sur la table. Il est possible de tout imaginer, dit Poutine. Nous avons toujours cru que nos relations avaient atteint un tel niveau de coopération et de confiance que ce n'était pas nécessaire. Poutine ajoute, il y a aussi des enjeux très sensibles. Je n'en parlerai pas publiquement maintenant, mais nos amis chinois en sont au courant. Sans doute la coopération entre la Russie et la Chine améliore le potentiel de défense de l'armée chinoise, ce qui est dans les intérêts de la Russie autant que de la Chine. Le temps nous dira comment ça progresse à partir d'ici. Pour le moment, nous n'avons pas cet objectif, mais nous ne l'exclurons pas non plus. On verra. La deuxième partie de la déclaration en dit très long. Selon Poutine, la Russie pourrait absolument un jour être alliée avec la Chine, mais c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air. Car autant les deux pays partagent un certain nombre d'intérêts communs, tels que l'effondrement de l'ordre mondial dominé par les États-Unis, il y a aussi toute une panoplie d'endroits où les intérêts de Moscou et de Beijing sont tout simplement incompatibles, sinon carrément en opposition les uns avec les autres. D'abord, soyons clairs, la Chine veut à tout prix éviter une dépendance énergétique face à la Russie et malgré les plans d'approvisionnement signés récemment, l'objectif à long terme du Parti communiste demeure d'augmenter sa propre production et de réduire au minimum les importations d'énergie. C'est loin d'être une bonne nouvelle pour la Russie. Ensuite, la Chine et la Russie sont tous les deux très présents en Afrique pour des raisons différentes et parfois difficiles à réconcilier. À mesure que la Chine étend son influence sur l'Afrique, ça risque de poser des problèmes pour Beijing. En fait, la Russie vend des armes un peu partout dans le monde, y compris à des ennemis potentiels de la Chine, tels que l'Inde ou le Vietnam. Et disons que c'est très loin de plaire à la Chine.
La Chine, de son côté, prend de plus en plus de place en Asie centrale, au Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan. Puisque ces pays font historiquement partie de la sphère d'influence de la Russie, le Kremlin est très prudent face à l'avancée de la Chine dans la région. Quand on ajoute à ça les accusations russes de vol de technologies industrielles et militaires menant jusqu'à un refus de Moscou de vendre sa technologie nucléaire à la Chine, ou encore les nombreuses cyberattaques dénoncées de chaque côté, disons qu'on réalise que la relation est loin d'être parfaite. Dans les médias russes et au sein de la société civile, il existe une crainte bien réelle de voir les vastes étendues sous-peuplées de l'Est du pays être colonisées par la Chine, autant au niveau économique que démographique. Disons que c'est compréhensible, puisque la Chine n'a pas vraiment besoin de la Russie. Il est très clair pour tout le monde, des deux côtés, que c'est la Russie le partenaire junior dans cette entente. Le PIB de la Russie est inférieur à celui du Canada, malgré une population presque 4 fois plus nombreuse. Face à la Chine, le ratio de population est de 10 pour 1. Et c'est la même chose au niveau du PIB. La Chine sort gagnante de cette nouvelle entente bien plus que la Russie. Ça peut sembler froid, mais c'est seulement la réalité. Bien sûr, Moscou obtient un appui diplomatique et symbolique important et gagne un nouveau débouché pour son gaz naturel, lui permettant de réduire sa vulnérabilité face à l'Europe. Ça, c'est très bien. Or, ça ne se fera pas sans risque ou conséquences pour la Russie. Il faut comprendre que la population russe est largement concentrée à l'ouest et conséquemment, les infrastructures y sont beaucoup plus développées. La Russie ne peut pas simplement claquer des doigts et pivoter le plus gros de son économie vers la Chine. Il faudra des années, des investissements énormes, des nouvelles routes, des chemins de fer, des distances additionnelles et tout ça risque d'introduire énormément de friction dans l'économie russe. La Chine, de son côté, est morte de rire face à la situation. D'abord, elle obtient du gaz naturel à rabais pour les 30 prochaines années, ce qui lui permet non seulement d'éliminer les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, mais aussi le charbon en provenance de l'Australie, deux pays avec qui la Chine est en dispute commerciale. En appuyant la Russie, la Chine divise l'OTAN, réduit la portée et la crédibilité des sanctions internationales. Elle permet au Kremlin de tenir tête à l'Occident et de dévier l'attention des actions de la Chine. Beijing obtient un appui de taille sur la question de Taïwan tout en solidifiant son influence sur la Russie à travers la relation commerciale et stratégique grandissante. Mais encore mieux, les tensions en Europe menacent de retarder ou de compromettre le pivot des États-Unis vers le Pacifique, ce qui serait un véritable cadeau pour les intérêts chinois. Décidément, la Chine gagne beaucoup. Or, elle court aussi un risque considérable, puisque l'Europe représente pour la Chine un marché commercial absolument essentiel, beaucoup plus que la Russie. En fait, les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni et l'Union européenne, combinés ensemble, sont 10 fois plus importants que ceux avec la Russie. Avec les nuages qui s'amoncellent sur l'économie chinoise depuis 2 ans et le ralentissement drastique de la croissance due à la crise dans le secteur immobilier, la Chine ne peut tout simplement pas se permettre de nuire à sa relation avec l'Europe simplement pour aider la Russie. Et ça, c'est essentiel de comprendre, puisque c'est là que réside la limite ultime de l'appui de la Chine à la Russie. S'il fallait que les compagnies chinoises soient visées par des sanctions ou que la Chine soit identifiée comme une menace à la sécurité européenne en raison d'un appui trop flagrant à la Russie, alors Beijing n'aurait pas le choix de reculer. Tout est un jeu d'équilibre. Pour que la Chine avance ses intérêts, il faut que la Russie soit économiquement faible et vulnérable, donc idéalement hostile à l'Ouest pour être poussée dans les bras de la Chine. Toutefois, elle ne doit pas non plus aller trop loin, puisqu'une Russie forte et confiante serait une menace à ses intérêts ainsi qu'à ses ambitions mondiales. Un conflit en Europe risquerait de nuire à ses intérêts commerciaux et de déclencher une escalade dans les prix d'énergie, à un moment où Xi Jinping tente de se faire nommer un 3e mandat présidentiel en Chine. Aucun doute que c'est un scénario qu'il tient à éviter à tout prix. Pour résumer, la Chine et la Russie ont effectivement quelques intérêts convergents, mais aussi plusieurs intérêts divergents. La Russie cherche à protéger ses revenus de gaz naturel et à sécuriser une alternative face aux sanctions occidentales. La Chine, elle, est opportuniste et ne refuse jamais une occasion de nuire à l'Ouest pour avancer ses propres intérêts. Cela étant dit, il ne faut pas s'attendre à ce que la situation actuelle dure pour toujours, puisque les intérêts fondamentaux de la Russie
sont tout simplement incompatibles avec la vision du monde que défend la Chine. Alors que la Russie souhaite un retour à un monde multipolaire où les grandes puissances se divisent le monde selon des sphères d'influence, la Chine, elle, veut rien de moins que prendre la place des États-Unis comme puissance mondiale hégémonique. Dans un tel scénario, il n'y a de la place au sommet que pour un seul patron, la Chine. Ça, Poutine le sait très bien. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, et un jour, les intérêts de Moscou et de Beijing seront en contradiction. D'ici là, on observe une tendance indiscutable. L'ordre mondial tel qu'établi après la Deuxième Guerre mondiale s'effondre à toute vitesse. Il faut dire que le rapprochement entre la Chine et la Russie envoie un signal puissant à travers le monde, comme quoi il existe désormais une voie alternative à celle de l'Occident. Il ne faut pas négliger la portée de ce signal, particulièrement pour les pays d'Afrique et d'Amérique latine qui cherchent toujours à s'affranchir de l'influence occidentale. Pour le moment, c'est impossible de dire si on se dirige vers un monde multipolaire ou vers une nouvelle puissance hégémonique. Mais déjà une chose semble certaine, et c'est que l'époque de la domination américaine sans équivoque est maintenant terminée. Si vous pensez que ce qu'on fait est important et que vous avez appris quelque chose ou que vous souhaitez appuyer notre émission, vous pouvez le faire à partir de seulement 1 $ par mois directement sur YouTube ou encore au 7jourssurterre.com/abonnement. À chaque semaine, nos membres exclusifs ont accès à une revue de presse vidéo de plus d'1 heure où on décortique ensemble les grands dossiers de l'actualité. Pour une petite équipe indépendante comme la nôtre, croyez-moi, chaque contribution fait la différence. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt.